Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Il est 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On parle de l'inflation. Aujourd'hui, tous les produits de consommation sont touchés de plein fouet par la hausse des prix. On va écouter des réactions de Français qui sont obligés d'adapter leur consommation et qui se ruent notamment sur les produits d'entrée de gamme. Écoutez-les. Et les fruits et légumes, qui me touchent plus quand même. Et je diminue un peu de tout parce que forcément, mes moyens par contre n'augmentent pas. Tous les fruits, à partir du moment où je vois que ça vaut 8 € kilo, je me dis faut faire attention, c'est quand même très cher. On essaye de réduire un petit peu, mais on continue quand même à manger, disons. D'une journée à l'autre, ça peut même tripler le prix. J'ai supprimé le lait. C'est trop cher maintenant. Là, on a du mal à joindre les deux bouts. C'est extrêmement fort ce que dit cette dame. J'ai supprimé le lait, c'est devenu trop cher. Les prix doublent parfois d'une journée sur l'autre. On observe ça dans les... Triplé, non, elle a dit triplé dans le... Ça me paraît énorme. Non, peut-être ça dépend du magasin. De magasin. Ce qui est clair, le conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que justement, il faut faire jouer la concurrence entre les différentes enseignes. Et sachant qu'au niveau de la qualité, justement, moi je me suis rendu compte dernièrement que, par exemple, je fais une conférence pour les maraîchers et autres, qu'en fait, ils vendent les mêmes produits, que ce soit aux enseignes, on va dire, soi-disant leader, ou d'autres qui sont moins chers. En fait, c'est les mêmes produits. Donc, il y a une différence de prix, parce qu'il y a peut-être moins de marge. Mais donc, il ne faut pas hésiter à faire jouer aujourd'hui la concurrence entre les différentes enseignes. Et là, il peut y avoir effectivement des écarts assez élevés. Et donc, c'est ce qui fait que, oui, on peut quand même, avec cette concurrence, avoir un peu de pouvoir d'achat malgré tout. Plus 24% d'augmentation sur la viande, Nathan Dever. On est dans des temps très difficiles. On est dans des temps très difficiles. Je ne suis pas économiste, mais j'ai écouté vos deux analyses avec beaucoup d'intérêt. Et en tout cas, je suis d'accord, si je peux me permettre l'expression, sans être économiste, sur le constat de dire que cette inflation, elle vient de la reprise économique après la paralysie planétaire pendant la crise sanitaire. On l'a vu, on se souvient que ça a commencé à l'automne 2021 et ça a commencé surtout sur l'énergie, mais aussi déjà sur la nourriture dans les supermarchés, etc. J'aimerais juste dans ce cas-là, je sais que ça peut paraître un petit peu déplacé, mais je ne pense pas du tout que ça le soit, revenir sur la question des responsabilités. À l'époque de la crise sanitaire, qui a quand même, je le rappelle, duré 2 ans. À la limite, il y a eu les 3 premiers mois, mais après, bon. L'état actuel dans l'état du débat public, il y avait des gens, en effet, qui sortaient la planche à billets, qui dépensaient un argent énorme de l'État, non pas pour créer de la richesse, mais pour compenser une sorte de paralysie. Et tous les gens qui, comme moi, mais je dis pas ça du tout pour recentrer sur moi, parce qu'on était quand même très nombreux dans le débat, mais qui disions, attention, il n'y a pas que le coronavirus. Vous ne pouvez pas détruire une société, une économie, etc. au nom du coronavirus. Nous étions traités d'irresponsables, d'imbéciles, de criminels. Parfois, les insultes volaient encore plus loin, de fascistes ou de je ne sais quoi, alors que nous avions raison. Et là, nous le voyons aujourd'hui. C'est-à-dire tous ceux qui ont, soi-disant par solidarité, soi-disant par générosité, mais on voit bien, quand on voit l'état de l'hôpital public aujourd'hui en France, on voit bien que c'était pas du tout une question ni de solidarité, ni de générosité, ni de santé. C'était une question de folie. Et donc, tous les gens qui ont participé à ces dépenses absurdes, à cette paralysie économique et qui engendre aujourd'hui une inflation qui fait souffrir les gens, qui fait que les gens vont avoir faim, se privent de lait, etc., comme tout à l'heure la dame, eh bien, il faut quand même poser cette question des responsabilités. Marc Toiti ? Non, ça c'est un vrai enjeu de responsabilité, effectivement, et d'erreurs stratégiques. Et moi, si vous voulez, si ça peut vous rassurer, moi, je n'ai pas arrêté de dire, justement, qu'il fallait arrêter d'augmenter n'importe comment cette dette publique. Que m'a-t-on répondu, justement, chez nos dirigeants ? On ne va pas donner de nom, parce que, bon, je crois qu'il était là ce matin chez vous, d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. On va l'écouter tout à l'heure. Tout est sous contrôle, c'est financé par la Banque Centrale Européenne. Ouais, c'est ça qui est assez incroyable. On était dans le court-termisme et la fuite en avant. Et bien sûr, aujourd'hui, nous payons cela. Et le drame, c'est que qui va payer ? C'est effectivement les personnes qu'on a entendues tout à l'heure, parce qu'on va avoir une récession. Elle a déjà commencé, et derrière, donc ça veut dire baisse de l'emploi, hausse du chômage et moins de pouvoir d'achat. C'est ça le drame. Et alors, dernier point important, parce que à l'époque, pourquoi on l'a fait ? Parce que justement, ça ne coûtait rien. On augmentait la dette publique, mais comme elle était achetée par la Banque Centrale Européenne, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, artificiellement bas. Maintenant, c'est fini. La fête est finie. Les taux d'intérêt remontent très fortement, et donc l'État doit payer. Vous savez qu'aujourd'hui, juste en termes de hausse des taux d'intérêt, combien ça coûte à l'État ? Allez-y. 110 milliards d'euros de charges d'intérêt, de la dette supplémentaire, juste à cause de la hausse du taux d'intérêt. Et c'est pas terminé, comprenez ? Donc, effectivement, alors ça c'est plusieurs années, bien sûr, ce qui veut dire par là que, malheureusement, on va encore payer la facture, et la tentation va être très forte d'augmenter encore les impôts, notamment sur l'épargne ou autre, et ça c'est le vrai danger, parce que on a fait cette erreur stratégique, justement, de pas à ce moment-là arrêter, de dire... Ok, le quoi qu'il en coûte, maintenant on arrête. Gilles-William Benadel. Un petit mot. J'ajoute à ce qui vient d'être dit que la crise économique, on n'en a pas entendu parler pendant toute
la campagne présidentielle. Ah oui. Et notamment de la part du pouvoir. Il n'y avait pas de crise économique. Ça a été le lendemain matin à 9h de la fin de la campagne présidentielle qu'on a commencé à parler de la crise économique. Elle n'existait pas. Et au-delà de la responsabilité sans fin du pouvoir, effectivement, qui a joué de la planche à billets, pardon, moi, quand je me permettais, encore une fois, avec très peu d'autorité économique, de dire que l'argent magique n'existait pas, j'étais inaudible. Tous les partis politiques confondus, hein. Ouais. Tous les partis politiques. Il y a eu, alors là, sur ce plan-là, il y a eu un consensus, en ce compris ceux des républicains qui, en principe, étaient les plus dans la rigueur économique depuis Fillon, on va dire. Pareil. Non, mais je suis un peu plus loin. Marc Toiti, un dernier mot. Une réunion comme ça à Bercy, bon, on va pas trahir de secret, où il y avait effectivement le ministre, puis des économistes, d'autres économistes de tout bord, plus ou moins. J'étais le seul à dire ça, à dire attention, il faut arrêter. Et on disait, mais non, mais la dette, on s'en fiche complètement, c'est pas grave, c'est la BCE qui finance, taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Oui, on avait une irresponsabilité générale. Alors, et évidemment, nous payons ces erreurs. Nathan Devers. Ce que vous dites, c'est très frappant. Et ce qui est incroyable, c'est que cette irresponsabilité, elle vient de ceux qui passent leur journée à traiter tous leurs opposants d'irresponsables. C'est quand même ça. On parle de gens qui se prétendent cercle de la raison et qui systématiquement, à chaque fois qu'il y a une contestation politique, citoyenne quelconque, on brandit le mot magique, vous êtes irresponsable. Mais alors, en effet, l'irresponsable n'est pas forcément là. On n'est pas d'accord avec ça, Eric Revel. Si, je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire simplement... Si, je suis d'accord. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle du service de la dette, il faut bien voir de quoi on parle en réalité, parce que Marc... Il a un discours d'économiste. En fait, c'est les agios, c'est ce que vous payez quand vous êtes découvert. Quand on a 110 milliards avec des taux d'intérêt qui remontent, c'est absolument colossal. C'est plus, c'est à peu près la même chose que l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Beaucoup plus, c'est 50 milliards. 60 milliards. C'est plus que l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Bien sûr. Et pas pour rembourser le capital des 3 000 milliards. Pour rembourser les intérêts. On va écouter Bruno Le Maire, puisqu'on a évoqué son nom entre les lignes. Il était mon invité ce matin sur CNews, notamment sur les aides qu'ils vont apporter maintenant aux entreprises qui sont, touchées de plein fouet par la hausse des factures d'énergie. Écoutez le type d'aide qui sera apportée aux entreprises. Nous allons alléger sur les 50% une partie de la facture. Mais cet allègement, je veux le dire avec beaucoup de précision, c'est que lorsqu'on dépassera un certain prix, par exemple 325 € le mégawattheure, l'État prendra en charge, et je veux ne laisser aucune ambiguïté, jusqu'à un certain plafond. Mais il y aura un plafond pour une raison simple. Je ne veux pas que les finances publiques de l'État soient exposées à la variation et à la volatilité des prix de marché. Ce serait trop dangereux pour nos finances publiques, trop dangereux pour nos déficits, trop dangereux pour notre dette. Donc il y aura un allègement de la facture, mais il sera plafonné pour trouver le bon équilibre entre protection des entreprises et protection de nos finances publiques. Mais c'est-à-dire que le gouvernement a aidé les particuliers avec les chèques, le bouclier tarifaire, et il va aider les entreprises qui, certaines, sont absolument étranglées par les factures qui, pour le coup, double, triple, quadruple. Certaines ne peuvent plus produire. C'est ça le vrai enjeu. Il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui là qui vient de tomber, c'est que les cours du gaz, les cours mondiaux du gaz sont en train de s'effondrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. C'est lié au fait qu'on avait quand même une vague spéculative très forte. Et qu'encore une fois, on revient sur l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand les prix augmentent trop, il n'y a plus de demande. Donc la demande s'effondre, et donc à ce moment, les prix sont en train de s'effondrer. Et en plus, on avait indexé notre prix d'électricité sur le prix du gaz. Voilà, ça, c'est quand même la bonne nouvelle, on va dire, de la journée. Mais encore une fois, le problème que nous payons aujourd'hui, c'est aussi, ce sont des erreurs stratégiques. C'est pas qu'aujourd'hui. Sur la réduction du nucléaire, si vous voulez, ou l'arrêt du nucléaire en Allemagne. C'est ça que nous payons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on découvre que la crise énergétique, elle tombe du ciel. Mais non, elle est déjà depuis plusieurs années. Et malheureusement, on espère tous quand la guerre en Ukraine va se terminer, alors il y aura moins de pression, mais la crise énergétique sera toujours là. Parce qu'on n'est pas préparé. C'est-à-dire, les énergies renouvelables, c'est très bien, mais elles ne suffisent pas à compenser l'arrêt ou la réduction du nucléaire. Sur l'extrait de Bruno Le Maire, qui est très intéressant, à mon avis, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il répond à une alarme du secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui disait il y a 10 jours qu'à cause de la facture énergétique des PME françaises, 150 000 entreprises allaient mettre la clé sous le paillasson. Donc il y avait urgence. Mais deuxième élément, c'est aussi ce qu'ont fait les Allemands. Parce que les Allemands, quand ils mettent 200 milliards d'euros en bouclier tarifaire pour préserver les particuliers, mais aussi les entreprises, en réalité, ils créent un avantage concurrentiel
pour les entreprises allemandes, auquel il était urgent que l'État français réponde. Parce qu'il y a la faillite des entreprises, mais il y a aussi le fait qu'elles sont plus concurrentielles. Sauf que les Allemands peuvent le faire pour une raison simple. Voilà, c'est ça. La dette allemande, c'est pas la dette française. C'est ça, bien sûr. Alors, pourquoi, c'est là l'enjeu justement d'une stratégie de politique budgétaire. C'est que quand ça va bien, on essaye de réduire justement les déficits, et c'est ce qu'ont fait les Allemands. Pendant 7 ans avant le Corona, ils avaient des excédents publics. Donc évidemment, après le Corona, ils ont agi, ils sont tombés à 4% de déficit, on était à 9%. Et maintenant, on leur reproche d'utiliser ces 200 milliards, mais ils les ont, plus ou moins. Alors que nous, on les a pas. Sauf que l'État français était obligé de réagir, et que ça va coûter cher, et que ça va croître la dette, on est la grande difficulté, c'est quoi? Elle est très simple, c'est 2 chiffres. La dette allemande aujourd'hui, c'est 67% de leur PIB. Nous, on est à 115%, bientôt 120%. Exactement. Donc c'est un écart de quasiment 50 points de PIB qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, si vous voulez. Et là, on comprend le couple franco-allemand qui fonctionne plus tellement. Parce qu'il y a eu trop d'écart, si vous voulez, de stratégie en tout cas. budgétaire. Maître Gonadel. Pour rebondir sur ce que dit Nathan. L'irresponsabilité. Il dit ces responsables ne sont pas ceux qu'on croit. En vérité, l'irresponsabilité, si j'ose dire, de gauche, elle est pratiquement matière économique naturelle. L'argent magique, non mais pardon de le dire, l'argent magique, ça compte pas, on va payer, c'est pas de problème. Ce qui est effrayant, je parle sous ton contrôle, ce qui est effrayant, c'est l'irresponsabilité de droite. Je parle même pas du Rassemblement national qui est dans le populisme sur le plan économique, mais l'irresponsabilité de la droite macronienne et de la droite républicaine qui n'ont à aucun moment eu le discours de la rigueur. C'est ça qui est étrange. Le seul qu'il a eu, c'était à l'époque François Fillon. On va se terminer après. C'est vrai que là, il y a un problème, encore une fois, de stratégie. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a fait un excédent public en France, par exemple, ça remonte à quand? Allez, les années 70. 1974. Oui. Bravo. Oui, c'est incroyable. Emmanuel Macron n'était pas né. Oui, c'est incroyable. Bon, oui, Brigitte l'était. Ouais, toi aussi, tu l'étais. Non, ça, c'est pas très élégant. C'est méchant. Bon, et on retire. Ce que je veux dire par là, c'est que. Et on s'excuse. Mais moi aussi, je l'étais, j'avais 4 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, depuis 74, pas un seul excédent public. On n'a fait que des déficits. Donc, droite comme gauche. Oui, donc, c'est ce que nous payons. D'éducation. Exactement. Nathan Devers, tout ça va se terminer comment? On a des Français hyper inquiets, qui épargnent, qui sont tétanisés à l'idée de consommer, qui ne peuvent plus consommer. On a un gouvernement qui fait une politique de petits chèques. Et est-ce qu'il peut y avoir une explosion sociale à la clé? Alors, écoutez, sans être devin, et d'ailleurs, je pense que votre question porte même pas sur l'avenir, mais sur la situation présente. Sans être devin, il me semble que notre situation, c'est une situation de pré-révolte. Alors, y aura-t-il des révoltes ou pas? Peut-être qu'il n'y en aura pas du tout, mais ça ne change rien au fait que là, toutes les conditions de possibilité de la révolte sont là. C'est-à-dire, en effet, des erreurs graves commises par le passé, sur la question énergétique, on en a moins parlé, mais aussi, une absence ou presque de mea culpa sur les vraies erreurs, et encore une fois, sur la question par exemple de la politique sanitaire, pendant la crise sanitaire, on n'a entendu aucun mea culpa de la part du gouvernement, sur le terrain économique en tout cas, un manque d'écoute ou de reconnaissance, des gestes qui sont des petits pas. Par exemple, on pourrait parler, alors j'ai bien entendu ce que vous disiez sur l'augmentation des salaires, mais on pourrait parler de ce qui s'est passé dans certaines entreprises, et puis cette tendance à mettre des primes, bon, bref. Et alors la seule bonne nouvelle, me semble-t-il, dans toute cette histoire, c'est que nous avons un Parlement qui, pour une fois, est représentatif de ce que pensent tous les Français. Donc, c'est-à-dire que ce qui était dangereux, notamment au moment des Gilets jaunes, où les conditions étaient à peu près analogues d'ailleurs, c'est qu'en face, il n'y avait pas de Parlement, donc les Français qui étaient en très grande souffrance avaient le sentiment de ne pas être représentés. Et ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui avec les motions de censure, ça peut servir d'exutoire aux Français, à la colère française? Je trouve que c'est très salutaire, en effet. Maître Golnadel? Je trouve, Nathan Devers, un tantinet optimiste, parce que je pense qu'effectivement, le caractère un peu exutoire du Parlement, les psychodrames... Théâtral un peu oui, un peu théâtraux, ne compensent pas, à mon avis, l'insigne faiblesse de l'État, du pouvoir et même des pouvoirs publics. Éric Revel, d'accord avec ça? Oui, il y a quand même un problème, je pense, à l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça pouvait canaliser une partie du ressentiment, de la révolte qu'on avait connue avec les Gilets jaunes dans la rue. Moi, je trouve, mais c'est mon point de vue, donc forcément je le partage, que le spectacle auquel on a accès tous les jours quand on regarde les débats au Parlement, jusque y compris d'ailleurs quand des ministres prennent la parole,
Bon, je ne sais pas si c'est un exutoire, mais en tout cas, je pense que les Français attendaient autre chose de cette ça a toujours été nationale. comme ça, Eric. Non, mais je dis oui, pas que c'est bien, non, mais ça a non, toujours non, été. non, parce que là, non, vous avez un président de la République réélu qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été comme ça. Une majorité relative. Allez, il est 19h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Tchombo.